vous présenter un petit peu où on en est sur les énergies renouvelables, mais notamment dans le contexte du transport. Et vu que Rent in One est un réseau international, je vais quand même amener un petit peu le contexte international, sachant qu'évidemment, toute transition internationale ou globale a besoin de transition régionale et locale. Et du coup, c'est vraiment, on voit un lien fort avec ce qui se passe dans la région. Alors, Rent in One, comme Patrick disait, on est une organisation, je dis toujours, un peu hybride culturelle. On est légalement, on est une ONG. Par contre, c'est une communauté d'acteurs de la science, de la recherche, des ONG, des gouvernements et de l'industrie. C'est une certaine complexité parce qu'on parle des langages différents, il y a des perspectives différentes, mais tout l'objectif justement est de travailler avec ces perspectives différentes pour accélérer le changement vers les énergies renouvelables de manière intégrée. On a 90 membres environ, mais une communauté de plus de 2000 experts qui participent, qui contribuent en fait avec cette intelligence décentralisée qui nous permet d'une part, créer de la connaissance, et on voit ça ici du côté gauche, sur l'état des énergies renouvelables dans le monde, dans les villes, mais notamment aussi sur des sujets plutôt les nexus topics, en fait, à l'interface avec d'autres secteurs. Cette communauté est vraiment très active et on fonctionne vraiment comme réseau de réseaux d'une certaine manière. Et l'objectif, par contre, n'est pas uniquement d'avoir des super rapports, mais vraiment d'utiliser ces rapports pour informer, pour communiquer, mais aussi pour créer en fait les dialogues et les débats, parce qu'on se rend compte qu'in fine, il s'agit de changer les normes. Voici justement certains rapports. Vous voyez du côté gauche notre rapport annuel sur l'état des énergies renouvelables. Après un rapport annuel sur l'état des énergies renouvelables dans les villes. Et du côté droit, avec la FIA Foundation, on a travaillé comme exemple sur les énergies renouvelables dans les transports. Justement, je souligne quand même, on est en réseau global. Mais ce réseau global, il vit vraiment des actions locales et des réseaux locaux, régionaux, dans les différents secteurs. Il y a vraiment une question d'ambassadeur. Et du coup, c'est vraiment intéressant de relier les différents niveaux. J'aimerais bien revenir parce qu'il y a beaucoup de parallèles qu'on observe en fait entre le secteur du transport et le secteur de l'énergie. Et je pense que quand on regarde l'année 2020, il est très clair que un des aspects qu'on partage, c'est que 2020 est vraiment une année de nouvelles normes. D'une part, on a vu durant la Covid que les gouvernements réussissent à se mobiliser de manière assez radicale. On a aussi vu croître en fait les objectifs net zero, zéro émission, zéro énergie. Du coup, on voit qu'il y a une nouvelle norme par rapport à ça. Il y a d'autres aspects également, mais j'aimerais bien mettre cela en avance. Maintenant, quand on voit que les normes ou les ambitions changent, il s'agit en fait que derrière, on a besoin de changer la norme. Et je pense que c'est important déjà parce qu'il y a des moments de doute, notamment quand on voit qu'on a quand même des lobbies très, très forts dans les différents secteurs, mais de voir que changer les normes est possible. Mais changer les normes signifie justement aussi qu'on ne reste pas dans nos silos, dans nos écosystèmes, mais qu'il y ait des liens qui se font et qu'on se complémente en fait dans les actions de changement. Quand on regarde les énergies renouvelables, aujourd'hui, il s'agit vraiment de créer une norme sur les énergies renouvelables et ça signifie d'une part d'avoir vraiment une attention de la part des pouvoirs publics pour créer les cadres réglementaires, les objectifs politiques, mais également et de plus en plus, on voit qu'il s'agit aussi de créer vraiment une acceptation des marchés. Et dans ce cas-là, pas uniquement du côté des fournisseurs de l'énergie ou des producteurs d'énergie, mais également des consommateurs d'énergie. C'est là où on est aujourd'hui à un moment de transition très, très intéressant quand on regarde justement le secteur des transports, par exemple, des bâtiments, les entreprises privées. Et après, il y a clairement aussi la question de l'acceptation citoyenne, je dirais. Notamment dans le contexte de la France, où effectivement on a quand même un système énergétique qui n'est pas forcément représentatif d'autres pays avec le nucléaire. Il faut souligner que les motivations pour les énergies renouvelables
sont assez intéressantes parce que ça permet aussi une gouvernance très différente. Et surtout dans des stratégies territoriales, on voit que des acteurs qui, autrefois, je dirais, n'avaient pas la possibilité de devenir producteurs d'énergie et décider eux-mêmes de leur stratégie énergétique, peuvent le faire à l'aide, évidemment, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Maintenant, où est-ce que nous en sommes sur les ENR dans le monde? Bien que beaucoup de belles choses se soient passées les dernières années, on voit qu'en regardant le système énergétique global, c'est pas suffisant. Sur la partie haute, en fait, on voit qu'entre 2009 et 2019, ici, ce graphe, il montre la demande finale en énergie. La part des énergies renouvelables modernes, elle a augmenté de 8,7% à 11,2%. On voit par contre que durant cette même phase, la part des énergies fossiles, elle est stable en fait sur les 10 dernières années. Et ceci est notamment un grand challenge, un grand défi en fait pour des secteurs qui dépendent fortement d'énergie fossile, comme le secteur du transport. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? Ça signifie que l'appui à l'économie de l'énergie, à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables n'est pas suffisant pour faire la transformation. On a clairement besoin de décider aujourd'hui d'arrêter en fait les énergies fossiles, surtout qu'elles sont responsables pour 75% des émissions CO2 au monde. Un autre aspect, à nouveau très intéressant en fait, quand on regarde notamment le secteur des transports, c'est que le secteur de l'électricité, dans lequel on voit justement l'accélération des ENR principales, on a une part en fait de 27,1%. C'est notamment poussé évidemment par l'hydroélectricité, mais récemment plutôt par le solaire photovoltaïque et l'éolien. On voit qu'ici, le secteur de l'électricité représente par contre uniquement 17% dans la demande finale en énergie. Plus de 80% sont utilisés pour la chaleur, pour le froid et pour le transport. Ici, il ne s'agit pas toujours d'électricité, souvent justement pas d'électricité. Et les parts des énergies renouvelables est uniquement de 10,2% et dans les transports de 3,4%. Je le ressouligne, 3,4%. On est très, très loin d'avoir une transition complète, en fait, vers une énergie durable. Quelles sont les raisons pour cela? On voit que dans le transport, effectivement, la demande en énergie, c'est le secteur où il y a la demande la plus croissante. Et on voit également qu'il y a 83% l'énergie ici qui sont appuyées par l'énergie fossile. Donc, la contribution des énergies fossiles est de 93%. Dans ce contexte-là, évidemment, il faut mentionner que les subventions aux énergies fossiles, elles sont massives. Et là, il y a eu récemment, je crois que il y a quelques jours, c'est passé le International Monetary Fund, je ne sais plus comment on dit en français, le Fonds international monétaire, c'est ça, ouais, le Fonds monétaire international. Ils ont fait une étude. Dans une minute, il y a 1,1 million de dollars qui partent dans les subventions pour les énergies fossiles. Par minute, 1,1 million de dollars. Du coup, on voit qu'évidemment, même s'il y a des solutions qui sont existantes, qui aujourd'hui peuvent être économiques, on n'est pas du tout dans des marchés et des conditions en fait, des marchés où on est sur une compétition comparative, disons. Du coup, quand on regarde la part en fait, sur les 10 dernières années, ici c'est entre 2008 et 2018, on voit en fait que la part des ENR dans les transports a augmenté de 2,1 à 3,4%. C'est quand même faible. Quelles sont les raisons pour ces différentes évolutions? Vous voyez ici, en fait, les courbes des politiques dans le monde. La courbe bleue, c'est en fait les politiques qui appuient l'électricité renouvelable. À côté de ça, en vert, justement, la partie pour les transports. Et là, on voit clairement qu'il y a une augmentation, en fait, des politiques sur l'électricité, qui a amené effectivement à la création de marchés, à un développement technologique, à l'intégration dans des stratégies industrielles, très clairement. Et du coup, ça amène à des baisses de coûts significatifs.
on peut en tirer vraiment des leçons pour ce qui a besoin d'avoir lieu dans le secteur des transports. Et je pense qu'on voit notamment ce qu'on a vu sur les présentations avant, dans le secteur, par exemple, des véhicules électriques, on voit effectivement des tendances qui sont très, très semblables sur... Quand on regarde justement ici, de nouveau, la partie des transports, ici, il s'agit en fait des objectifs globaux sur les énergies renouvelables. D'une part, tout en haut, sur vraiment la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale. Et après les transports, on voit qu'il y a un très, très faible nombre d'objectifs qui ont été atteints. C'est le côté gauche. Dans les transports, c'est limite choquant. Du côté gauche, on voit justement la part des objectifs qui n'ont pas été atteints, bien qu'ils aient été définis en fait, au niveau politique. Et ça signifie aujourd'hui que clairement, il n'est pas suffisant d'avoir des objectifs. On a besoin d'avoir une stratégie. Il faut un monitoring continu de l'avancement de la transformation, parce que sinon, on risque en fait de se réveiller dans 10 ans et de se rendre compte qu'on a besoin d'être, si on voudrait atteindre les objectifs de Paris et les ODD. Maintenant, pourquoi parler en fait d'énergie renouvelable dans les transports ou de transport dans les énergies renouvelables? Et je pense que ça, c'est mon premier message. Je suis ravie en fait que dans les discussions avant, on ait déjà entendu parler des ENR en partie. On ne peut pas être ni l'un ni l'autre pourra gagner sans l'autre. Soit on gagne ensemble ou on perd ensemble s'il s'agit de la transformation. Et je pense que ça, c'est vraiment un message qui est important. Et du coup, ce qu'on a besoin de créer aujourd'hui, c'est une meilleure compréhension des dialogues plus importants entre les différents secteurs, mais clairement aussi une approche intégrée sur la planification, sur les politiques, sur les cadres réglementaires, sur le développement de business plans, afin que cette transformation se fasse. Parce qu'on se rend compte, là je prends un exemple, le International Transport Forum, qui est quand même disons, globalement la conférence, une des grandes conférences sur le secteur du transport. Cette année-ci, le terme énergie non renouvelable n'a pas été mentionné une seule fois dans le programme. On a parlé d'électrification, ça c'est une présentation, et il y a une autre sur l'hydrogène, sachant que l'hydrogène, s'il n'est pas produit à partir d'énergie renouvelable, on n'est pas sur un hydrogène durable. Après, effectivement, en France, on peut toujours discuter de la question du nucléaire, parce qu'en termes d'émissions CO2, effectivement, le nucléaire, il a son rôle à jouer. Mais du coup, on voit clairement que dans le débat, il y a encore on a besoin de créer des ponts, en fait, des passoires, je crois que c'est comme ça qu'on dit, des passoires entre les secteurs. Voici comment ça se reflète dans le cadre réglementaire. Cette carte, elle montre justement les pays qui ont un objectif sur l'électrification des véhicules. Et on voit qu'il y a uniquement certains, je crois qu'il y a seulement 8 pays justement qui ont décidé d'enlever l'énergie fossile complètement. Pardon, internal combustion engine. Il y a 8 pays uniquement qui ont mis un ban, un arrêt sur les véhicules à combustion interne. Que de ces 8 pays-là, il y en a seulement, pardon, je vais relire en fait, seulement 8 pays qui ont justement arrêté l'énergie fossile, les véhicules à combustion interne ont également un objectif 100% énergie renouvelable. On voit en plus qu'il y a seulement 3 pays, ce sont l'Allemagne, l'Autriche et le Japon, qui ont un appui aux véhicules électriques, qui ont également une obligation d'achat en fait, d'électricité renouvelable pour ces véhicules. Du coup, il y a vraiment un potentiel énorme d'avoir une approche plus intégrée sur la planification. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, effectivement, il y a une électrification
du transport qui est prévu avec des objectifs. Et en même temps, je pense que les coupures sur les réseaux électriques représentent, il me semble, plus de 8% du BIP. Du coup, on voit clairement qu'il y a pas vraiment une cohérence entre les stratégies dans les transports et dans le secteur de l'énergie. Qu'est-ce que cela signifie? C'est justement c'est un framework, je pense, un cadre qu'on connaît très bien en fait des transports, le Avoid, Shift, Improve. Je ne vais pas essayer de le traduire, je suis désolée, je ne me rappelle pas comment on le dit en français. En tout cas, sur la partie optimisation, ce qui est important de voir, c'est que il est évident que le Avoid et le Shift, Patrick, éventuellement, vous pourriez me Alors, dire éviter et voilà, avoid. Shift, c'est shifter. passer à d'autres solutions D'accord. Okay. plus Et durables. l'amélioration. Et improve, améliorer, bien évidemment. D'accord, génial, merci beaucoup. Du coup, il est très évident, et d'ailleurs dans l'énergie, on voit la même chose, justement d'éviter la consommation énergétique, on va appliquer la même chose, la transformation ou le changement vers des solutions moins émettrices, il est très clair. Par contre, il est aussi sûr qu'on ne peut pas atteindre du 100% durable sans de regarder ou faire en sorte que la consommation énergétique résiduelle elle passe justement sur du renouvelable. Souvent, on entend cette discussion, oui, il faut prioriser. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de prioriser l'une solution sur l'autre. On a besoin de tout faire. Il y a quand même des contraintes temporelles très, très importantes. Et qu'en plus, en faisant tout, il y a aussi des opportunités qui peuvent se créer. On l'a entendu dans la première conférence ce matin sur l'intégration, en fait, l'intégration des véhicules électriques dans les réseaux électriques. Il y a une réelle opportunité d'amener justement des solutions pour une électricité variable qui est justement l'éolien et le photovoltaïque, par exemple. L'intégration avec le secteur de la chaleur, par exemple, où on a justement des énergies renouvelables qui sont constantes, continues, comme la biomasse, comme la géothermie, comme l'hydroélectricité, notamment, on se rend compte que d'avoir des approches et des stratégies plus intégrées peuvent réellement créer des opportunités aussi pour les secteurs. Du coup, il ne s'agit pas d'avoir cette stratégie de manière séquentielle. La question se pose souvent, notamment dans les secteurs, je pense, qui sont moins convaincus des énergies renouvelables. Est-ce que les énergies renouvelables, si aujourd'hui on en est où on en est, est-ce qu'elles peuvent en fait livrer ce qu'elles promettent? Et je pense qu'il est vraiment intéressant de regarder par rapport à cela ce qui se passe dans le secteur de l'électricité, parce qu'ici, il y a vraiment une stratégie. On voit aujourd'hui, quand on regarde les nouvelles capacités de production d'électricité, que 83% de ces nouvelles capacités sont basées sur les énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque et l'éolien. C'est la 6e année dans laquelle cette part elle est plus importante des renouvelables en comparaison avec l'énergie fossile et le nucléaire. Et ça montre clairement que la situation économique, elle permet vraiment de faire ce changement. Ce qui fait, oui, c'est possible. Ça s'est traduit justement dans des capacités croissantes. Je dirais c'est un peu l'équivalent des graphes que vous allez voir sur la mobilité électrique, par exemple, dans les transports. Néanmoins, il y a quand même un grand challenge. J'ai parlé des subventions de l'énergie fossile. Ici, on a une répartition des investissements dans les... j'oublie toujours comme ça s'appelle en Les français. plans de relance. Les plans de relance, merci beaucoup. Les plans de relance, on voit que l'énergie fossile, elle est appuyée 6 fois avec 6 fois plus de financement d'investissement que les énergies renouvelables. Et du coup, on voit qu'il y a clairement un décalage. On voit aussi qu'il s'agit de changer en fait des structures très profondes qui ne sont pas uniquement les structures qu'il y a dans le secteur énergétique, mais qui font partie de nos économies, des politiques, de la société et aussi d'un certain lobbying, je dirais, des pouvoirs.
Il y a des opportunités vraiment intéressantes à voir et à souligner, et je pense qu'elles s'appliquent également. On voit des parallèles entre l'énergie et les transports, et du coup, c'est vraiment intéressant de s'appuyer mutuellement, je pense, pour accélérer les transitions. Le rôle des villes, des municipalités, des régions également. Ici, on parlait des villes parce que c'est un rapport justement qu'on a fait sur l'état des énergies renouvelables dans les villes. On voit que plus de 1300 villes avaient un objectif ou une politique sur les énergies renouvelables. Cela correspond à 1 milliard de personnes et 25% justement de la population urbaine. Du coup, les villes ont vraiment un rôle très, très important à jouer. Et j'ai parlé en fait d'une intégration entre les secteurs, mais évidemment, il y a aussi une intégration forte qui est nécessaire entre les niveaux de gouvernement, que ce soit en fait entre les objectifs globaux, ce qui se passe au niveau des pays, des États, des régions, des villes, une cohérence sur la planification, les politiques, la coopération est importante. Ici, on voit qu'il y a plus de 800 villes qui ont en fait des appuis aux énergies renouvelables, et clairement en Europe, il y a un move très très important sur les ENR directement. Dans d'autres régions, on voit plutôt que ce sont des appuis par des objectifs zéro émission carbone, que les objectifs sur la pollution d'air sont des moteurs très importants. Du côté droit, on voit que les villes ont justement aussi un rôle très important à jouer parce qu'elles ne vont pas uniquement regarder la partie électricité qu'il y a du côté gauche, mais ils vont aussi regarder la partie chaleur, mais aussi les transports. Après, dans les transports, évidemment, l'électrification, c'est un rôle clé, a un rôle clé. Et du coup, les objectifs qu'on peut avoir sur l'électricité ou la consommation électrique des villes, que ce soit 100% énergie renouvelable, qu'elles deviennent génératrices d'électricité, ça a aussi un impact évidemment sur les transports en cas d'électrification. Ce qu'on voit également, c'est que les villes, elles sont aussi engagées sur justement les objectifs de quitter l'énergie fossile, l'air fossile. Du côté gauche, on va voir cela notamment en Amérique du Nord, en focus sur les bâtiments. Du côté droit, on voit qu'il y a vraiment un focus sur les transports. Un autre levier principal, c'est vraiment le rôle des entreprises, les entreprises consommatrices d'électricité. Ici, on voit l'augmentation des Corporate Power Purchase Agreements. C'est en fait les contrats de rachat d'électricité par les entreprises. Ce qui est intéressant, on a en fait une augmentation entre 2019 et 2020 de 18% sur ces tarifs de rachat, sur ces accords de rachat. Sachant que quand on regarde sur la partie publique, on a une augmentation de 10%. Du coup, ça montre clairement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui décident à passer ici c'est l'électricité renouvelable, pour des raisons économiques. D'ailleurs, quand vous parlez à RE100, qui est justement un consortium, je dirais, d'entreprises acheteurs d'électricité renouvelable, ils disent souvent oui, la motivation, c'est le climat, mais on n'a même pas besoin du climat comme motivation parce qu'aujourd'hui, l'électricité renouvelable est moins chère. Dans la transformation, et ce sera la dernière partie, je pense que c'est vraiment important qu'on regarde les blind spots, les mythes et les perceptions. Et là, on se rend compte encore qu'entre les secteurs de l'énergie et les transports, il y a justement certains aspects qui ont besoin d'être explorés, probablement mutuellement. Et aussi des apprentissages intéressants à voir. Rent One, comme acteur des énergies renouvelables, pendant longtemps, on a essayé de travailler justement sur le fait de rendre les énergies renouvelables visibles. Ça, c'est quelque chose qui était l'objectif. Avec l'objectif, justement aussi, il y avait vraiment un focus clairement sur les success stories. Montrer, prouver par les données que le changement, il se passe.
c'est seulement récemment qu'on a commencé à regarder ce qui se passe à l'extérieur et que justement, on se rend compte que quand la part de l'énergie fossile elle reste stable sur les 10 dernières années, bien que sur les ENR, on puisse avoir quelque chose de positif, dans le système global, on n'y est pas. Et quand on regarde justement, je pense que sur la part d'électrification des transports, là, c'est plutôt un partage d'expérience, je dirais, de notre part. Je pense que c'est vraiment important d'avoir avoir un discours différencié. Effectivement, et je pense que c'est fabuleux en fait qu'il y ait l'augmentation de l'électrification des transports qui a lieu. On voit ici les ventes en fait en véhicules. D'ailleurs, dans la première conférence, il y avait déjà ces chiffres, c'était juste un autre graphique. On est sur une part importante, une croissance importante. La réalité, c'est qu'il s'agit justement de 4,6% dans les nouveaux véhicules et que quand on regarde en plus les véhicules qui sont existants, la transformation qui doit avoir lieu, elle est quand même vraiment profonde. On voit également, quand on regarde sur la répartition, que cette transition, elle est faite dans certains pays qui appuient justement la transformation très fortement et que on a besoin, s'il s'agit en fait d'avoir le changement global, on a besoin de regarder la part positive, mais aussi montrer justement le challenge global et le changement systémique qui est nécessaire. Quand on regarde justement les énergies renouvelables, je pense que ça c'est un autre blind spot. On a tendance, notamment dans les pays OCDE, de parler de cette transition dans le contexte du changement climatique. Évidemment, c'est un sujet très très important. La réalité, c'est que globalement, disons, les émissions CO2, vous avez par exemple en Afrique, ce n'est pas vraiment les émissions CO2 qui seront les moteurs principaux. Il s'agira de l'accès à l'énergie, il s'agira de développement économique et industriel, il s'agira d'avoir un système énergétique stable. Il y a toute la partie de la energy security, la souveraineté en fait énergétique. Et évidemment, il s'agit de la question des coûts. Après, il y a aussi la partie qualité en air et l'impact sur la santé. Et je pense que c'est très important d'avoir conscience que les différents acteurs ont des motivations différentes. Et je pense que dans le secteur des transports, c'est pareil. Il y a des apprentissages vraiment parallèles par rapport à cela. Et notamment quand il s'agit je pense que Patrick, vous aviez mentionné la complexité justement qu'il y a dans une approche pluridisciplinaire, intergouvernementale, des acteurs avec des perspectives différentes. Il est vraiment important de comprendre que les portes d'entrée peuvent aussi être différentes et on a besoin d'avoir cet échange pour en tenir compte dans la communication, dans le marketing, dans les cadres politiques à faire. Et un autre aspect, c'est celui que nos perceptions elles peuvent être très différentes. In fine, les décideurs politiques sont également des êtres humains. On est quand même dans nos écosystèmes qui souvent ne sont pas forcément reliés. Et il s'agit aussi de vraiment confronter les différentes perceptions qu'on peut avoir sur le futur. Ça, c'est une nouvelle initiative qu'on démarre et j'invite vraiment les participants à vous joindre à nous parce qu'ici, il s'agit en parallèle justement des connaissances très claires sur qu'est-ce qui se passe notamment sur les différents secteurs, quels sont les cadres politiques, quels sont les business plans, aussi s'attarder sur la partie quelles sont les perceptions et où est-ce qu'il y a justement un disconnect, où est-ce qu'on n'est pas aligné pour aussi identifier ces barrières-là. Je vous donne un exemple encore. J'étais sur une conférence sur les énergies renouvelables dans les transports. C'était une conférence sur la décarbonisation des transports et moi, je parlais en fait de l'énergie renouvelable. J'ai dit 3 fois qu'on n'y était pas en fait dans la transition sur les énergies renouvelables. Et d'ailleurs, les chiffres que je vous ai montrés le prouvent qu'on n'y est pas. Et 3 fois, justement, il y avait des counterparts du secteur des transports qui disaient « on a besoin de faire comme l'électricité renouvelable parce qu'eux, ils y sont ». Et du coup, il y a des projections qui se font
Et je pense que c'est important d'avoir une bonne compréhension des différents secteurs, quelle est vraiment la réalité, quels sont les agendas, quels sont les grands défis, quelles sont les réelles opportunités pour améliorer en fait nos coopérations. Et je vais finir là-dessus. Qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui? Il est très clair qu'on a besoin en fait d'un changement structurel, autant dans les transports que dans l'énergie, et qu'il y a des opportunités par rapport à cela. Il s'agit de changer une norme et de vraiment saisir cette opportunité de cette nouvelle ambition qu'il y a eu durant 2020. Il est clair qu'on a besoin de quitter l'ère de l'énergie fossile au plus vite, parce que sinon on ne va pas y arriver dans aucun des deux secteurs. Les objectifs ne sont pas suffisants. On a besoin de stratégies, on a besoin de roadmaps, on a besoin de cadres réglementaires et faire en sorte que justement la réglementation elle puisse aussi s'appliquer rapidement. Un petit mot à ce sujet sur l'acceptation citoyenne justement elle est fondamentale et cela a aussi besoin d'être reflété en fait dans les cadres réglementaires. Par exemple, on voit que globalement, il y a un appui aux énergies renouvelables très, très important qui est au-delà de 70%. Localement, on peut avoir des prolongations de projets au lieu d'être sur l'éolien, par exemple, d'1 an et demi à 7 ans, parce qu'il n'y a justement pas d'acceptation. Le cas du Danemark montre clairement que c'est possible de changer la donne en impliquant justement les citoyens directement dans les bénéfices d'une telle transition. Et après, il s'agit vraiment aussi de regarder et de bien mesurer en continu le changement qui doit avoir lieu avec les bons indicateurs. Aujourd'hui, clairement, du côté des énergies renouvelables, on voit que la part des énergies renouvelables est un indicateur clé et qui doit non seulement être intégré justement dans la partie production énergétique, mais également dans les secteurs qui sont consommatrices d'énergie, mais également dans, par exemple, le secteur de la finance et les entreprises. Du coup, il y a de belles opportunités de collaboration, mais on a aussi besoin de penser un petit peu au-delà de nos limites sectorielles, je dirais. Et je vais finir là-dessus et je vous remercie pour votre attention.